Voilà, merci. Je ne vais pas clore, je vais plutôt vous dire que tout commence à partir de maintenant, mais qu'on va quand même faire une petite pause avant de continuer. Voilà. Parce qu'il me semble qu'on a tellement entendu, pris nous-mêmes la parole, voilà, qu'il ne faut pas se lancer à cette heure-là dans de trop grands discours. Redire, Pascal Balmand le faisait en ouvrant, mais d'abord, merci, on pourrait se contenter de ça. Hein. Le discours de clôture, c'est toujours bravo, merci, continuez. Alors voilà. Bravo à tous ceux qui nous ont fait réfléchir, bravo à tous les participants. Et puis merci, bien sûr, merci au Collège des Bernardins, tant pour l'accueil dans ce lieu que les chercheurs qui ont travaillé à nos côtés, que pour la logistique aussi qui nous a accompagnés en permanence. Merci aux collègues du département éducation qui ont aussi beaucoup contribué. Puis merci à vous, Anne, qui avez passé ces 2 jours avec nous. Alors, je me disais en nous écoutant que j'avais peut-être d'abord envie de vous parler, pour reprendre un titre de John le Carré, de la constance du jardinier. On a parlé hier de l'enseignant comme jardinier, parce que les questions que nous avons abordées pendant ces 2 jours ne sont pas des questions soudainement apparues dans l'enseignement catholique, et encore moins évidemment dans l'Église. Et donc, tel le jardinier, nous travaillons avec constance. Alors, sans vous refaire toute la bibliothèque de l'enseignement catholique, quelques évocations. L'un de mes prestigieux prédécesseurs, Paul Lamotte, adjoint pour la pastorale, comme on disait dans ce temps-là, qui écrit « Chaque discipline déroule sa propre enquête, sa propre analyse. Quel que soit le projet éducatif de l'école, cette autonomie doit être respectée, mais aucune discipline n'a de valeur par elle-même. Elle a toujours besoin d'une autre discipline pour approcher de plus près la réalité et la vérité. » Il me semble que c'est bien l'un de ces chantiers que nous avons réouvert. Nous sommes en 1989. C'est comme pour les instructions de l'éducation nationale auxquelles faisait allusion Marie-Christine Calieri ce matin. Voilà, je pense aussi qu'elle parlait de la loi Jospin, 89. Voilà, il y a un certain nombre de questions qui durent, voilà, devant lesquelles nous sommes non pas entêtés, mais persévérants et opiniâtres. Un texte voté par le Comité national de l'enseignement catholique, être professeur dans l'enseignement catholique, un atelier sur la formation des maîtres à l'instant, qui dit « Dans le premier degré, le professeur des écoles est amené par sa polyvalence à prendre en compte la reliance entre les savoirs ». Le terme a été prononcé hier, je crois, par Roger-François Gauthier et ce matin par un des membres de la table ronde. Le maître polyvalent, poursuit ce texte, n'est pas seulement celui qui enseigne toutes les disciplines, mais celui qui est capable de créer une cohérence. L'auteur qui tenait la plume, c'est André Blandin. Je ne pense pas que c'est un physicien spécialiste de la physique quantique, mais voilà, le principe de cohérence que vous évoquiez est bien là, et le même texte redisait la même chose pour le second degré, mais en disant que cette fois, la cohérence n'était pas seulement à construire par un enseignant unique, mais par une équipe. Et là, ce que le texte disait, il faudrait sans doute aujourd'hui le revisiter, c'était un appel au travail nommé comme interdisciplinaire. Souvenons-nous aussi, pour l'animation dans l'enseignement catholique, de notre carte d'exploration proposée à Rungis, où l'un des archipels vers lequel on vous proposait de partir, pour ceux qui étaient là, c'était justement l'archipel du savoir, on l'avait mis au singulier, et la description qu'on faisait de cet archipel disait « articuler les savoirs pour questionner le monde ». Voilà, donc on est un peu persévérant, peut-être têtu, diront certains, mais parce que nous nous situons dans cette question de la vérité, dans laquelle nous avons cheminé ce matin. Le père de Louzeau, nous accueillant hier, faisait référence à l'encyclique du pape Benoît XVI, Caritas in Veritate. Dans Foi et raison, un autre pape, Jean-Paul II, en 98, écrivait « La fragmentation du savoir entrave l'unité intérieure de l'homme contemporain parce qu'elle entraîne une approche parcellaire de la vérité et par conséquent fragmente le sens. » Donc voilà, il me semble que pendant ces 2 jours, nous avons recroisé un questionnement qui traverse la recherche de la vérité dans l'Église depuis ses origines et dans l'Église de l'école catholique, en lien bien sûr avec l'école publique dans cette école de la République. Un appel donc ancien, mais peut-être, c'est les hasards du calendrier, que cette question ancienne
aujourd'hui, peut ne plus rester confiné à quelques cercles d'initiés et de passionnés, ce que vous êtes. Mais notre travail maintenant va être d'aller partager et essayer d'entraîner à cette réflexion commune, parce qu'on sent bien que cette réflexion doit rejoindre les préoccupations des enseignants dans leur classe, de tous les responsables que nous sommes, parce que la question de la transmission ou de l'appropriation est aujourd'hui confrontée à des mutations considérables. Voilà, celle qu'évoquait Pierre Giorgini. Je m'extasiais sur une brocante il y a une quinzaine de jours devant les images pédagogiques de mon enfance que mon enseignant accrochait au tableau, l'image du château fort Bayard. On n'était pas tout à fait à la bibliothèque François Mitterrand qui rentre aujourd'hui dans une clé. Voilà. Et est-ce que l'école a tellement changé depuis mon enfance? Peut-être pas tant que ça finalement, alors que le monde a connu ce que Pierre Giorgini nous a présenté comme une transition fulgurante. Alors voilà la constance du jardinier, mais la constance du jardinier qui vit dans l'espérance de la récolte. Et je pense qu'il y a déjà une récolte possible dans ce que nous avons ensemble réfléchi et puis dans les chantiers que vous venez de commencer de repérer dans les ateliers. Le hasard du calendrier fait que nous tenons ce colloque au moment, c'était hier, où le CSE était amené à examiner le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et au moment où, c'était mercredi, la ministre de l'Éducation nationale présentait, on y a fait allusion ce matin dans la table ronde, la réforme du collège. Alors ce n'est peut-être pas nouveau dans l'intention, mais dans le vocabulaire quand même, je perçois des choses qui sont peut-être en train de changer parce que les recherches qui sont les nôtres rencontrent avec bonheur les questionnements de toute l'école. Le programme, les contenus, ne peut plus, nous disent les textes qui sont en train d'être communiqués ces jours-ci, enfermants et normatifs. Le document publié mercredi par la ministre à propos de la réforme du collège nous dit « Les programmes mettent les acquis des élèves au cœur de la pratique. Désormais, le programme n'est plus ce que l'enseignant doit faire avec les élèves, mais ce que les élèves doivent savoir. » Ça a l'air de rien, mais on est peut-être dans le questionnement qu'ouvrait hier Michel Autier. Est-ce que la question, c'est le savoir, les savoirs? Ou est-ce qu'il faut plutôt interroger le verbe? C'est quoi l'acte de savoir? Parce que l'école, elle ne réussit pas quand l'enseignant il a fini le programme. L'école, elle réussit quand l'élève a été rendu capable de désirer, vouloir, pouvoir, savoir. Plus loin, le même texte nous dit que les programmes constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. Avec un tel texte, s'il tient le coup, parce que maintenant il va aller à la consultation, ça nous dit bien que l'enseignant ne peut pas dire « j'exécute le programme ». Parce qu'on a parlé du cadre ce matin, on l'a redit dans l'écho des ateliers, il faut un cadre. Mais le cadre n'est que le cadre. Il est le cadre pour que la liberté pédagogique d'un enseignant, mieux encore sans doute la liberté pédagogique d'une équipe, construise des modalités d'entrée dans le savoir. Il m'arrive parfois de dire, alors sans doute parce que j'ai la mauvaise vision de Ford que questionnait hier Michel Autier, que dans certains collèges, mais pas les collèges que vous dirigez, s'il y a parmi nous des chefs d'établissement, me paraissent parfois, certains m'ont déjà entendu dire, faire cette analogie, être les dernières entreprises tayloristes ou fordiennes qui existent. C'est-à-dire que nous n'avons pas une chaîne d'usines, mais on a, comme on dit parfois, un ruban pédagogique. L'image est quand même voisine. Au début, on met la matière première. Chez nous, on appelle ça un élève. Il y en a même qui disent que c'est une personne, enfin un élève. Voilà. Et puis, vous savez, ça marche comme dans les usines Ford des années 30, à la cloche. Vous avez remarqué? Quand est-ce qu'on change où est-ce qu'on change encore d'activité à la cloche? Dans les collèges, dans les écoles. Et du coup, vous avez devant le ruban pédagogique un certain nombre d'ouvriers spécialisés, l'un en mathématiques, l'autre en SVT, le troisième en EPS. À la cloche, la chaîne avance, on amène la matière première devant l'ouvrier spécialisé mathématiques qui, avec sa clé à molette, tourne un boulon avant que la cloche n'emmène la matière première devant l'ouvrier spécialisé voisin qui, avec son tournevis SVT, donne un tour de clé. Voilà.
Eh bien, ce que sont les enseignants, ce ne sont pas des ouvriers spécialisés, ce sont des ingénieurs responsables collectivement d'une ingénierie de formation. Alors sans doute que quelques enseignants parmi vous me diront que comme nos enseignants sont plutôt rémunérés comme des ouvriers spécialisés, c'est un peu injuste de leur demander un travail d'ingénieur. C'est un autre sujet, mais qui mériterait quand même d'être creusé. Et puis, nous lisons aussi avec intérêt les domaines du socle commun. Alors, il ne faudrait pas que l'image de Pascal Balmont hier matin entraîne à des considérations sibyllines. Le socle commun, nous en reparlerons avec l'Assemblée des directeurs diocésains dès lundi. Nous le soutenons plutôt. Après, on pourra, ici ou là, donner un regard peut-être un peu plus réservé sur telle ou telle mesure, mais globalement, la démarche du socle commun nous va bien, mais dans la dynamique que soulignait hier Cynthia Fleury, ce qui compte, c'est le commun. Le socle risque parfois peut-être d'induire, mais l'expression est maintenant entrée dans la culture commune, peut-être une forme de rigidité ou de sclérose. Alors je me disais, dans cette maison qui abrite une résidence d'artistes, on nous proposait l'image des clés hier, l'écho à la vidéo aussi, le professeur Serrurier, est-ce que finalement, comme le dit la thématique de l'exposition dans la sacristie, est-ce qu'avec le socle commun, tout ne commence pas par une colonne? Des colonnes, il y en a dans cette maison. Seulement, alors elles sont belles en plus, et on peut les contempler, mais l'intérêt de la colonne, c'est qu'elle soutient des architectures, des édifices divers, et que sans doute que ces anciennes colonnes du XIIIe siècle, j'imagine, elles supportent cette salle-là, qui, elle, ne me paraît pas du XIIIe siècle. C'est-à-dire que la colonne commune, tout part d'une colonne, permet justement, au fil des générations, la construction d'édifices de savoir divers qui se reconstruisent à chaque génération. Alors, dans ce socle, il y a aussi un certain nombre de phrases intéressantes. On ne peut pas tout citer. Je m'arrêterai juste sur le cœur du socle. Je ne sais pas si un socle a un cœur. Mais comme il y a 5 domaines, moi, dans un plan, je suis toujours attentif à ce qu'il y a au cœur du plan. Alors, le cœur de 5 domaines, c'est le 3e, qui est justement le domaine formation de la personne et du citoyen. C'est-à-dire que le socle commun, il ne vise pas à mettre en place une culture idéale, abstraite ou fantasmée, il vise à former une personne et un citoyen. Et on lit quand même dans un texte, alors certes du Conseil supérieur des programmes, on nous a expliqué hier que ce n'était pas l'administration ni le gouvernement, mais si le socle est voté, ce texte proposé par le CSP va finir par devenir un texte de l'éducation nationale, eh bien on nous dit que pour former la personne et le citoyen, il faut mener une réflexion sur la question de la vérité. Je vous assure, ce n'est pas un texte de Marguerite Lénard, ce n'est pas une encyclique d'un pape, c'est un texte du Conseil national des programmes. Et ça continue, mener une réflexion sur la question de la vérité, dont la recherche dans les différents champs du savoir. On voit bien cette question de unité, la vérité, dont on a rappelé qu'elle se cherchait, mais qu'elle ne se possédait pas. Et puis il y a, sur le chemin de la vérité, des savoirs. Cette recherche, nous dit-on, se fonde sur une démarche rationnelle. Bon, dans l'école de la République, fondée au XVIIIe, XIXe, on est habitué, mais on ajoute, ça ne me semble pas non plus anodin dans un texte tel que celui-là, une démarche rationnelle qui peut faire appel à d'autres formes de l'expérience et de la culture. On n'en est pas encore à prononcer spiritualité ou religion, parce qu'on est quand même dans un texte officiel, mais voyez ce que nous disait hier Roger-François Gauthier sur la prise en compte du fait religieux, ce n'est pas seulement une objectivation de faits historiques ou de présentation de rites, il y a une expérience humaine qui est aussi le lieu de la recherche de la vérité, à croiser avec des savoirs qui, eux, font légitimement appel à la rationalité. Alors, ce croisement des savoirs, au-delà des richesses de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, on ne sait plus très bien, mais nous avons là aussi un vrai questionnement, eh bien, elle permet l'émergence de nouveaux domaines d'investigation. Il me semble qu'on n'est pas seulement dans des regards croisés qui permettent d'explorer plus une notion qu'on voulait mieux connaître, mais sans doute que dans ces démarches de croisement, on se met à un travail qu'on n'avait sans doute pas prévu avant d'entrer dans ce travail. On a beaucoup parlé d'inconnus, d'inattendus. Là aussi, on est un peu têtu dans l'enseignement catholique parce qu'on a parlé à un moment d'être attentif à l'inattendu de la personne.
Et là, il me semble que dans notre tradition, on est bien dans cette première forme d'alliance qui demande de quitte ton pays pour aller vers la terre promise. Et on sait que Chouraki traduit ce temps de la Bible en disant quitte ton pays pour aller vers toi-même. Donc il y a ce travail extrêmement paradoxal où il faut se quitter pour mieux se trouver, quitter son savoir pour aller dialoguer avec d'autres savoirs, mais sans doute pour y revenir de façon transformée avec un autre regard. C'est tout ce qu'on a dit sur la construction collaborative des savoirs. Et puis au fil de ces 2 jours, et alors parfois au-delà de ce qu'avaient imaginé les organisateurs, il y a aussi l'inattendu, c'est-à-dire on prévoit une table ronde, on imagine les intervenants, on présuppose ce qu'ils vont dire, puis il se passe tout à fait autre chose, mais c'est absolument passionnant. Parce que finalement, on a bien vu qu'on ne pouvait pas dissocier le questionnement sur les savoirs du questionnement sur les modes d'apprentissage. Et Michel Authier nous l'a redit très simplement. Est-ce que savoir, c'est un substantif, le savoir, ou est-ce que c'est un verbe? C'est-à-dire quelqu'un s'efforce de savoir, travaille à savoir. Et donc le savoir, il n'existe pas indépendamment de celles et ceux qui ont le désir de savoir. Michel Authier en a parlé, sœur Véronique ce matin nous en a redit un mot, la passion de savoir, l'effort de savoir. Le savoir ne se vit donc qu'à travers la recherche des personnes. L'entrée dans la connaissance est donc aussi une entrée dans l'art de la relation. La personne qui connaît, nous redisait Cynthia Fleury hier, connaît, naît à elle-même, naît autrement à sa propre identité et à une nouvelle forme d'altérité. Finalement, entrer dans la connaissance, les connaissances, entraîne à mieux faire connaissance avec soi-même et avec les autres. C'est dire qu'avec ce colloque, l'enseignement catholique, parce que certains ont pu parfois s'interroger, n'est pas en train de mettre fin à un cycle au long duquel il aurait travaillé la question de la relation, pour maintenant entrer dans un nouveau cycle où on travaillerait la question des savoirs. Ce qu'on redit par ce colloque, ce qui s'est vécu dans les tables rondes, ce qui s'est fondamentalement redit ce matin, me semble-t-il, dans le propos de Marguerite Léna, qui n'a pas pu évidemment parler de la vérité sans parler de la personne qui cherche cette vérité, eh bien, c'est que nous redisons l'attachement de l'enseignement catholique à l'art de ne pas séparer enseignement, éducation et questionnement du sens, travail sur la relation et travail sur l'acte de savoir. Je termine. À plusieurs reprises, au cours de notre colloque, nous avons évoqué la question des conditions pour entrer dans le savoir. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'acte de savoir s'enclenche en quelque sorte? Alors on a évoqué notamment la table ronde d'hier après-midi, l'estime de soi, la reconnaissance, la confiance, l'exigence, Michel Authier, Thibaut Guilly, la mise en appétit. Cynthia Fleury nous redisait aussi l'importance, pour un renouveau de la citoyenneté, que l'école, je crois que c'est à peu près son expression, soit attentive aux conditions de l'émergence d'un sujet libre. Or, il se trouve que l'attention aux conditions, c'est dans la doctrine sociale de l'Église l'approche de la notion du bien commun, que Jean XXIII, dans son encyclique Mater et Magistra, définit ainsi: le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales permettant à la personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement. Est-ce que ce n'est pas là la vigilance à laquelle nous sommes appelés comme acteurs du système éducatif, quelle que soit notre responsabilité, qui avons d'abord à créer les conditions pour que ce que nous formons dans les centres de formation, ce que nous nous efforçons d'éduquer dans nos établissements, créer les conditions pour que tous, enfants, jeunes, adultes, nous soyons désireux de chercher, d'apprendre ensemble, de savoir, tout en sachant que plus nous savons, plus les frontières de la connaissance reculent. Alors comment la formation des cadres, la formation des maîtres, la programmation de la formation, la recherche peuvent aider à créer les conditions permettant d'entrer dans l'acte de savoir pour permettre à la personne, comme le disait Jean XXIII, d'atteindre mieux
et plus facilement son plein épanouissement. On connaît la boutade du général de Gaulle sur les chercheurs. Hein. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Eh bien, pour poursuivre notre réflexion, nous vous invitons, voilà, je m'invite aussi, au contraire, à rester un chercheur qui cherche. Et à ne surtout pas nous enfermer dans ce qu'on pourrait croire avoir déjà trouvé. Elie Wiesel, lorsqu'il parle de son enfance, évoque souvent comment sa mère, au retour de l'école, ne lui demandait pas s'il avait bien répondu aux questions, mais s'il avait posé les bonnes questions. Et Passaram Nicolescu nous rappelait ce matin qu'il est de mauvaises réponses, mais qu'il est aussi de mauvaises questions. Est-ce que nous avons, quand nous relirons un peu ces 2 jours, repéré quelques bonnes questions qu'il faudrait continuer de creuser? Alors je reviens sur ce terme de creuser. Marguerite Léna évoquait ce matin le creusement d'humanité. Et dans l'ouvrage de Paul Lamotte, secrétaire adjoint pour la pastorale dans les années 80-90, ouvrage déjà cité, nous lisons aussi, à propos de creuser, la proposition de sens qui est faite par l'enseignant et le croyant ne vient pas combler un vide, mais vient creuser ce vide. Ouvrir une recherche plus profonde, plus fondamentale. Elle vient proposer un au-delà. La proposition qui vient boucher les trous produit des consommateurs repus qui n'ont de cesse de rejeter ce trop-plein. Quand je relis cette phrase de Paul Lamotte, j'entends tous ces lycéens qui sortent d'un cours en disant « ça me gave ». Voilà. Une institution scolaire, secondaire ou supérieure, voilà, qui a un tel souci de remplir, eh bien, qu'elle produit des consommateurs repus qui n'ont de cesse de rejeter ce trop-plein. Combler les vides, poursuit Paul Lamotte, non, mais creuser pour ouvrir à un avenir, offrir une promesse, appeler à un engagement. Voilà, j'espère que ces 2 jours vous ont permis de creuser pour ouvrir notre avenir, pour se sentir dans la promesse, pour refonder notre engagement, savoir non pas pour combler, mais pour creuser, quand je vous disais qu'on ne peut pas enseigner sans être un peu jardinier. Merci à chacun, merci pour votre participation et très bon retour.